Bien, alors, moi je suis ravi aussi de vous retrouver tous les uns et les autres. Et je vais vous faire un petit, comment dire, un petit récapitulatif, parce que j'ai vu une toute dernière question, mais j'ai pas pu noter, je suis désolé. J'ai vaguement vu une personne qui disait elle avait du mal à se détendre avec le premier cycle. Je reviens sur cette notion qui est très importante, que vous devez saisir. Le but de la pratique, c'est pas de se détendre. La détente, c'est une conséquence de la pratique. Mais si vous cherchez la détente, vous n'allez pas la trouver parce que vous allez être fixé en fait sur le fait de se détendre. Le but de la pratique, c'est d'apprendre à être attentif à ce qui se passe en vous. Et pourquoi on commence par le corps? Parce que le corps, c'est quelque chose qui est relativement tangible, qui est assez concret et qu'on peut assez facilement percevoir par la majorité des gens. C'est pour ça qu'on n'aborde pas le mental tout de suite, parce que le corps est quand même quelque chose de relativement accessible pour on va dire 98% des gens. Mais le problème, c'est que parfois, certains d'entre vous, vous avez fait des pratiques ailleurs, soit de la sophrologie ou des techniques de relaxation, et puis là, on induit l'état de relaxation. Ou alors, vous pensez qu'effectivement, le but, c'est de se détendre. Mais, encore une fois, je le répète, ce n'est pas le but. Ça peut se détendre, comme ça peut ne pas se détendre. C'est vraiment d'apprendre à être attentif simplement à ce qui se passe en vous, de manière à développer votre attention. Comme vous le voyez, je l'ai déjà dit, c'est que le problème, c'est que la conscience, en état ordinaire, elle s'identifie aux pensées et forcément aux émotions qui lui sont liées. Et le but, c'est de faire en sorte d'arriver à ne plus s'identifier aux pensées. Et comment est-ce qu'on va faire? On va entraîner la conscience à rester stable. Normalement, dans l'absolu, on n'a pas besoin de support, on peut le faire. Il y a des personnes qui disent oui, mais voilà, on peut rester juste là. Essayez de rester juste là. Vous allez voir, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Et donc, on va utiliser différents supports. Et vous avez des supports qui sont à votre disposition. Vous avez votre corps, vous avez vos propres processus mentaux d'ailleurs. Vous avez le souffle, vous avez la respiration, donc vous avez tout ça. Et le premier cycle, c'est vraiment d'entraîner à la stabilité. Et il y a des personnes parfois qui me disent ouais, moi j'ai déjà fait la méditation, je connaissais déjà tout ça. Mais alors déjà, elles n'ont pas intégré ce qu'on appelle l'esprit du débutant. C'est jamais inutile justement d'entraîner à la stabilité. Les gens veulent faire des pratiques avancées, mais ils n'ont pas ces bases stables. Donc ça n'apporte pas grand-chose. Donc je répète, et c'est pour répondre à la question qui a été posée juste avant que je quitte la page, c'est si vous ne vous détendez pas, c'est pas grave. Si ça se détend, c'est très bien. Si ça se détend pas, c'est la pratique, c'est vraiment d'entrer en amitié avec soi, de développer cette attitude amicale. Alors, si vous êtes sur les balades de Bruno, j'ai fait une vidéo ce matin, donc vous voyez, c'est tout frais. Elle sortira le 1er août, donc allez sur les balades de Bruno, et je parle beaucoup justement de l'éveil de l'attention. Donc voilà, donc je vais prendre vos questions. Alors j'ai remarqué, il y a des personnes qui ont posé des questions. Moi j'interviens sur les cours, sur les difficultés que vous pouvez rencontrer, je vous donne des éclaircissements, mais en ce qui concerne, j'ai envie de dire, vos bobos personnels, je peux intervenir, mais je ne peux pas faire de coaching, et parfois je vois, selon les questions que vous avez posées, ça nécessiterait vraiment un accompagnement. Donc pour ça, il y a Nathalie, qui est là et elle accompagne déjà plusieurs personnes et c'est extraordinaire, elle a vraiment des résultats fantastiques parce que là, elle vous fait travailler sur vos objectifs, etc. Il y a toute une démarche, c'est très complémentaire en fait à la méthode. Donc si vous avez du mal et que vous êtes face à des difficultés vraiment importantes et que vous sentez que même si la pratique vous apporte, mais que ça nécessiterait d'éclairer, on va dire, un peu plus en détail, un peu plus en profondeur, mais faites appel à Nathalie. Elle va vous mettre dans le chat, elle vous mettra le lien si vous voulez voir ce qu'elle fait. Elle fait un travail absolument remarquable. Donc voilà. Alors, Anne, je suis au cycle 2, leçon 2. Je suis angoissé sans raison dès le matin. On en a eu quelques cas comme ça. Dès que je me réveille, je sens mon plexus bloqué. Le temps qui passe m'angoisse et la peur de la mort aussi. Et ça depuis mon enfance. J'y pensais déjà et j'avais des angoisses très fortes sans en parler à personne. Depuis que je suis les cours, j'ai l'impression que c'est pire. Comment arriver à m'apaiser? Anne, je pense que il est temps maintenant de commencer à accepter tes peurs. D'abord, il y a une notion qui est très importante, c'est que la peur n'empêche pas le danger, et c'est pas parce que tu as peur que ça va empêcher les choses d'arriver.
s'angoisser à propos de ce qui pourrait arriver ne va pas empêcher les choses d'arriver, d'une part, mais en plus, toi, ça t'affaiblit, ça épuise. Ensuite, l'angoisse, elle indique qu'il y a un énorme décalage, justement, entre ta vie consciente et ta vie inconsciente. C'est-à-dire que tu n'as pas la vie, tu ne vis pas ta vie. Et l'angoisse, on dit souvent, c'est un mécanisme de défense qui est là, comme une sonnette d'alarme, qui dit « tu ne vis pas ta vie ». Et tu dis « tu as peur de la mort ». Et je vais vous raconter une histoire. J'avais un ami qui avait terriblement peur de la mort. Et puis à l'époque, moi, je fréquentais Shimada Rinpoché. Je passais beaucoup de temps avec lui. Et puis je lui en parle. Je lui dis, voilà, moi, j'ai écrit Rinpoché et tout. Il me dit, est-ce que je peux le rencontrer? Je lui dis, oui, pas de problème. Je lui dis, voilà, tu l'appelles. Je te donne les coordonnées où il est en ce moment. Et puis donc, il est allé voir Rinpoché. Et puis, et il va le voir. Et lui, ce qui le tenaillait, justement, c'était la peur de la mort. Et puis, il pose la question à Shimada Rinpoché, et puis il lui dit, voilà, j'ai très peur de la mort. Puis Rinpoché, très tranquille, lui dit, pourquoi? Alors, mon ami, il me dit, je crois que ça aurait été quelqu'un d'autre qui m'aurait dit ça, je lui aurais mis mon poing dans la figure, ce qui dit, moi j'étais avec mes angoisses et tout, mais il me l'a dit d'une telle façon, qu'en fait je me suis rendu compte que je m'étais jamais vraiment interrogé, et sur le chemin du retour, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. J'ai commencé à me poser justement cette question, mais au fait, pourquoi j'ai peur de la mort? Je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais même pas ce qui va arriver, donc finalement ça ne sert à rien de m'angoisser. Et Dalai Lama dit, à quoi bon s'angoisser de quelque chose qui de toute façon va arriver? Et la meilleure façon justement d'apprendre à te libérer de l'angoisse de la mort, c'est justement de commencer à l'accepter, c'est qu'un jour, on va tous mourir, ça va nous arriver. Et il faut que tu réalises, tu te rends compte que tu auras passé toute ta vie à t'angoisser à propos de toute façon quelque chose qui va arriver. Donc tu auras gâché ta vie au lieu de la vivre. Donc il faut que tu arrives à méditer là-dessus et te dire, bon, de toute façon, ça va m'arriver. Donc je ne vais pas passer ma vie à m'angoisser à propos de quelque chose qui va arriver. Et c'est pour ça que les bouddhistes, ils ont deux grandes méditations. La méditation sur la certitude qu'un jour on va mourir, ça c'est un fait de la vie, on n'y échappe pas. Et puis l'autre certitude, c'est qu'on ne sait pas à quel moment on va mourir. Ça peut nous arriver à n'importe quel moment. Et ça crée une espèce de caractère d'urgence de se dire, il n'y a pas de temps à perdre. On n'a pas de temps à perdre. C'est maintenant qu'il faut vivre sa vie. Et quand je dis il faut vivre sa vie, c'est pas... tu vois, aujourd'hui, il y a cette espèce de courant où on a l'impression qu'il faut courir après tous ses rêves, il faut satisfaire tous ses désirs, il faut se dépêcher de vivre avant que la mort nous... Comme disait François Valéry, avant que la mort nous trouve du talent. Et ce qui fait que les gens, ils courent partout, dans tous les sens. Vivre sa vie, c'est vraiment à goûter chaque instant, chaque moment. Quand vous êtes avec quelqu'un, c'est de savourer cet instant, c'est de savourer le moment où vous êtes seul, c'est de savourer votre repas, c'est d'apprécier le chant des oiseaux, de savoir goûter à la vie et de bénéficier de chaque moment, de chaque instant que vous êtes en train de vivre. Et c'est comme ça que tu arriveras petit à petit et la pratique ne devrait pas amplifier en fait cette angoisse. C'est parce que tu pars dans ton angoisse au lieu de rester là. Et donc, je t'invite vraiment à apprendre à sentir, à percevoir ton corps, à ramener ton attention sur le corps, pour pas te laisser engloutir, pour pas partir avec ton angoisse. Laisse ton angoisse être, laisse-la partir, et arrête de t'angoisser, parce que sinon, c'est épouvantable. Entre ta naissance et ta mort, il y a un espace, qu'est-ce que tu vas y mettre? Donc maintenant, alors c'est facile à dire, je vais dire arrête de t'angoisser, mais ça va arriver, tu vas mourir un jour, ça arrivera, tu n'y échapperas pas. Moi, j'y échapperai pas, personne n'y échappera pas, vous y échapperez pas, vos parents n'y échapperont pas, vos enfants n'y échapperont pas, personne n'y échappera. Ça va arriver. Donc, est-ce qu'on va gâcher notre vie? C'est ça la question. Et c'est pour ça que c'est très puissant de méditer sur la mort. Pas pour s'angoisser, parce que ça va arriver, mais de se dire, c'est un fait de la vie. Et plus vous arrivez vous allez réussir à l'accepter, et bien plus vous allez commencer vraiment à vivre pleinement votre vie. Donc voilà. Donc j'espère que ça t'éclaire, que ça t'aide. Mais ne laisse plus tes angoisses. Ben oui, tu as des angoisses depuis que tu es tout jeune. Donc tu les nourris, tu les entretiens, tu les réactives. Donc plus tu les fais exister, ben plus elles existent. Donc il est temps que tu apprennes à les regarder tranquillement en te disant, bon voilà, je ressens une angoisse, mais c'est juste des pensées, des émotions. C'est rien d'autre. Il faut que tu apprennes vraiment à méditer là-dessus et que tu puisses te libérer. Et puis aussi, bon, tu vas voir, tu vas découvrir plein de pratiques qui vont t'aider, mais reste présent, ne pars pas dans tes émotions, reste présent.
Vous cherchez, et je pense, et ça rejoint la question qui a été posée, vous cherchez trop la détente. Ne cherchez pas la détente, cherchez plus la présence. C'est pas la même chose. Cherchez plus la présence. La présence à votre corps, la présence au souffle, vraiment ramener, c'est la présence. Ça, c'est vraiment le plus important. Donc voilà. Après mon hospitalisation, j'ai attendu quelques jours pour reprendre la pratique. J'avais fini la leçon 2 du cours 1. J'ai repris la leçon 2 pour voir si je n'avais rien perdu. Je le fais le matin, avant, je le faisais 2 fois. Je ne ressens plus le même bien-être, je suis toujours autant fatigué. Catherine, tu ne peux pas retrouver le même bien-être, puisque c'était le bien-être d'avant. En fait, là aussi, tu te fais piéger. Tu te fais piéger par tes attentes. Tu te dis, maintenant, je voudrais retrouver la même chose que ce que je vivais avant. Mais non, c'est plus possible. Le passé, c'est le passé, il appartient au passé. Maintenant, tu vis une autre réalité. Et si tu as vécu ce bien-être, c'est que quand tu as commencé à pratiquer, tu étais sans attente. Tu n'attendais rien. Et du coup, les choses, elles peuvent arriver. Mais là, le problème, c'est que comme tu attends maintenant quelque chose, ça n'arrive pas parce que tu es fixé sur ton attente. Tu ne restes pas ouverte, disponible. Donc, pratique de la même façon. Et je répète, cherche cette présence. Ramène, sois présent, sois une amie pour toi, au lieu justement de vouloir vivre. Le problème aussi dans la pratique, c'est que vous vous attachez à ce que vous vivez à travers la pratique. Vous vous attachez aux états, vous vivez un moment de félicité, vous vivez un moment de détente, de bonheur, de bien-être. Mais ça, c'est impermanent, ça ne dure pas. Et le problème, c'est qu'après, vous vous fixez, vous dites, je veux retrouver ça. Ben non. Il y a des jours, ça va être... c'est comme la nature. Des fois, c'est très gris, et puis des fois, c'est très clair. Et vous apprenez, et c'est comme ça que vous apprenez à vous familiariser, à être, comme disait ce sage tibétain, vous apprenez à être positif dans le négatif comme dans le positif. Le positif s'élève, c'est très bien. Le négatif s'élève, c'est très bien aussi. Vous êtes à l'aise et vous êtes juste là présent à ce qui est en train de se produire. Donc voilà. Et si tu es fatigué, Catherine, repose-toi. Et puis je te conseille, si tu as vécu une opération, je pense que, à mon avis, ça génère beaucoup de fatigue parce que les anesthésies, c'est pas anodin, hein, si ça intoxique le corps, donc fais peut-être du drainage pour le foie, faut vraiment bois beaucoup, restaure, prends des minéraux aussi pour restaurer ton équilibre. Et puis si tu as un médecin chinois dans le coin, va faire un petit tour, ça te rééquilibrera. Voilà, Martine, j'en suis au niveau 2, réalisation d'un objectif. Ma démarche d'accomplissement personnel réside, entre autres, dans cette quête de la réalisation d'un objectif. Cet objectif qui serait la voie à suivre, qui m'apparaisse avec certitude comme le but à poursuivre, une évidence pour laquelle ma vie aurait un sens, qui résonnerait au plus profond de moi. Un peu comme « Ah oui, je suis ici pour ça ». Tu attends une révélation en fait, Martine. Je me sens sotte de ne pas savoir ce que je veux concrètement. Je fais l'exercice sur un objectif abstrait. Ma question, la pratique de la méditation sur un objectif aussi vague a-t-il une chance de venir à ma conscience? Un grand merci pour votre réponse. Martine, à question vague, réponse vague. Je donne souvent cet exemple. Hein. Imagine, tu fais venir un entrepreneur dans ta maison. Et puis tu lui dis, je veux tout changer. C'est tout ce que tu lui dis. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va te dire, vous n'avez pas plus de précision à me donner. Par contre, si tu lui dis, voilà, je voudrais enlever ce mur, je voudrais telle couleur au mur, je voudrais aussi qu'il y ait telle tapisserie, tel meuble, à tel endroit, etc. Là, tu lui donnes quelque chose de précis. Et donc, il va pouvoir agir. Ton cerveau, c'est exactement pareil. Si tu lui donnes quelque chose de vague, voilà, et si tu poses par exemple la question « Qu'est-ce que je veux ?» C'est fantastique. C'est toi qui dois te poser cette question. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux dans la vie? Prends... là d'ailleurs, c'est là-dessus que vous ferez travailler Nathalie. Tu prends chaque étape en disant, voilà, qu'est-ce que tu veux sur le plan affectif, sur le plan social, sur le plan professionnel? Voilà, c'est quoi la vie que tu veux avoir? Concrètement, comment ça se manifeste? C'est alors, ou à moins que tu sois destiné à entendre des voix comme Jeanne d'Arc et tu vas aller combattre les Sanglais ou je ne sais pas quoi. Mais en attendant, ça c'est un peu comme au loto, ça arrive
sur une personne, sur plusieurs millions. Il y a des gens comme ça, d'un seul coup, ils ont des trucs comme ça qui leur arrivent. Mais en attendant, ben, il faut tâtonner, il faut chercher. Et en fait, tu as un point de repère. L'avantage, c'est que tu as une expérience, tu as une certaine expérience de vie, et cette expérience de vie peut t'amener à prendre conscience déjà de ce que tu ne veux plus. Parce que tu as vécu un certain nombre de choses, et en ayant conscience de ce que tu ne veux plus, tu peux déterminer aussi ce que tu veux. Par exemple, si tu as eu des relations catastrophiques, tu dis, bon, maintenant, ça, j'en veux plus, mais je veux des relations avec les autres épanouissantes, enrichissantes. Je veux m'épanouir avec les autres. Donc, je voudrais rencontrer des personnes bienveillantes, avec qui je peux partager, etc. Sur le plan professionnel, tu te dis, bon, je n'ai pas vraiment eu ce que je voulais. Maintenant, mais qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Puis tu essaies de faire table rase en te disant, voilà, qu'est-ce que j'aurais vraiment aimé faire? Et qu'est-ce que j'aimerais maintenant m'accorder? Voilà, qu'est-ce que je voudrais, voilà. Et puis, pour chaque chose comme ça, tu peux te poser des questions. Et en t'accordant, et puis, des réponses beaucoup plus profondes viendront parce qu'à travers les relations que tu vis, à travers le métier que tu exerces, etc., ça va petit à petit ouvrir. On va dire ça, c'est la première couche, en fait. Parce que, évidemment, les relations, c'est important. On a besoin les uns des autres, on a besoin de s'enrichir, de s'épanouir, on a besoin d'affection aussi, on a des besoins fondamentaux auxquels il faut pouvoir répondre. Donc, tout ça participe à notre bonheur. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question et que je t'ai pas trop frustré. Frédéric, je suis nouvelle, je démarre le cycle 1, je viens de regarder votre dernière vidéo de questions-réponses. Vous parlez à un moment que nous allons vers un effondrement. Merci de bien vouloir. Alors, ça n'a rien à voir avec le cours, ça a à voir avec Planète Altruiste. Donc, je vais plutôt me concentrer sur vos questions. On en parle dans Planète Altruiste, vous pouvez... et sinon, vous pouvez lire le livre de Pablo Servigne, je ne sais plus le titre. Si Nathalie, tu peux mettre le titre du livre de Pablo Servigne, Quand tout peut s'effondrer, je crois que c'est... Voilà. Puis tu peux toujours redonner, parce que ça se noie dans le chat, tu peux toujours redonner ton lien. Alors, Marielle, je doute encore. Le doute a encore une fois aujourd'hui traversé mon esprit. Ben, ça arrivera souvent, hein, Marielle. Ça arrive tout le temps. Pour une meilleure réalisation, j'en prends conscience afin de le dissoudre pour le bonheur. Il ne faut pas croire que le doute, c'est pas quelque chose d'inutile. C'est quand vous doutez de vous tout le temps, de vos capacités, ça, c'est paralysant. Mais par contre, quand vous doutez, par exemple, d'une entreprise, en vous disant peut-être que votre intuition vous demande est-ce que j'aurais pas oublié quelque chose, est-ce que vous savez ce genre de doute sain. Vous avez un doute qui apparaît aussi quand à entrer en collaboration avec quelqu'un. Vous ressentez quelque chose et vous avez un petit doute. Ça, c'est ce qu'on appelle des doutes sains. Par contre, douter tout le temps de tout, douter de soi, de ses capacités à réaliser les choses, ça, c'est paralysant. Mon père disait que lorsque l'on ne faisait rien, on était des fainéants. Bah, libre à lui, hein, c'est ses croyances, donc t'es pas obligé de le suivre. Donc voilà. Joël, j'ai un gros problème. Gros comment? Comme ça, qui me gâche la vie. Je suis trop sensible. Alors tu vois, on n'est pas trop sensible. Et du coup, je prends toutes les choses à cœur. Alors chaque fois, la famille, les autres me disent que je suis trop susceptible. Mais non, c'est pas ça, je le sens bien, je suis trop sensible. Ça me rend triste, me serre le cœur. Alors, il y a peut-être quand même un petit peu de susceptibilité, mais il y a aussi, effectivement, de la sensibilité. Il faut que tu apprennes à t'aimer. C'est ça le secret, en fait, Joël. Il faut vraiment que tu apprennes à t'aimer. Avoir de l'amour pour toi, de la compassion pour toi. Ce que tu pratiques, ce qu'on fait d'ailleurs dans... je ne sais pas où tu en es, si tu fais le cycle 2, il y a l'équanimité des sentiments, par exemple, mais aussi dans la pratique de Tonglen qu'on fait tous les dimanches matins. Eh bien, sois égoïste. Tu te fais une longue séance pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois s'il le faut, et tu fais donner et recevoir uniquement sur toi. Un temps suffisamment long pour que tu aies suffisamment d'amour pour toi, de respect pour toi. Tu peux renforcer par la suggestion aussi. Dans le cycle 2, vous avez des démarches qui sont très puissantes. Vous avez tous les outils pour arriver à vous débarrasser de ce genre de difficultés. Donc, voilà.
Et je pense que derrière, en fait, il y a surtout un manque de confiance en toi. Donc, il faut que tu apprennes à avoir confiance pour justement ne plus te laisser déstabiliser par les propos des autres. Camilla. Camilla, je suis au cycle 1, leçon 3. Je tiens à vous remercier car j'ai adoré la leçon 3 et son bénéfice. Ouais, c'est chouette là, de regarder le souffle, ou c'est peut-être la pacification mentale, la leçon 3, puisqu'il y a un décalage avec l'autre. Que la pratique de la méditation me permettra de développer ma concentration. Je suis quelqu'un de facilement perturbable. J'évolue depuis un moment et je ressens le changement et sens que j'ai beaucoup de chemin à parcourir. Peut-être pas tant que ça. En plus, j'ai traversé une période très douloureuse dernièrement et je veux retrouver la paix et la joie de vivre. J'ai du mal à sourire et d'autre part, j'espère que la méditation me permettra de rouler des longues distances avec ma voiture, chose que je ne peux pas faire actuellement, car je me distrais vite, je perds la concentration. Question, pensez-vous que la méditation pourra m'aider à rouler plus loin, plus longtemps? Ça dépend si c'est indispensable, oui, bien sûr. Toute la pratique va t'aider justement à gagner. Les bouddhistes disent qu'ils se méfient beaucoup plus du positif que du négatif, parce que quand tout est positif, on fait plus très attention. Alors que le négatif, lui, c'est un peu comme un aiguillon qui nous oblige à sortir la tête hors de l'eau. Donc, donc continue à pratiquer, c'est tout ce que je peux te dire, parce que voilà, tu vas voir petit à petit, les choses vont changer avec le temps. Je suis Farine sans grumeaux. Moi, j'adore. J'adore ce pseudo. Je suis au cycle de leçon 5. Beaucoup de mal à réaliser cet exercice. J'ai relu plusieurs fois le cours, regardé 2 fois la vidéo, mais quand je pratique, je ne comprends pas bien, je ne désespère pas, je vais continuer à le faire. En tout cas, je ne me prends pas la tête. J'aimerais juste pouvoir mettre en pratique ce cours. Alors, je te propose, tu le mets de côté pour l'instant, tu y reviendras plus tard, parce que ce que tu vas découvrir après va compléter. Je voudrais pas que tu fasses une fixation là-dessus. Je pense que tout est dit pratiquement dans la leçon. Je pense donc que c'est certainement l'imagerie mentale. L'imagerie mentale, c'est, en fait, tu en as déjà fait d'ailleurs dans le premier cycle. L'air de rien, on vous prépare. Hein, quand tu utilises une pensée dominante, dans l'exercice de la pacification du mental et de l'observation du souffle, de la respiration consciente, en fait, vous utilisez une pensée dominante et on vous dit, voilà, vous pensez à telle ou telle personne ou telle situation et vous voyez ce que ça réveille en vous. C'est pas la pensée dominante en elle-même, c'est pas très important, c'est ce qui va se manifester à la conscience. Et d'être simplement observateur de ce qui se libère. Et il y a des phénomènes qui vont se produire complètement en dehors de ta volonté. C'est ça l'imagerie mentale. C'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est très utile pour plein de choses. Justement, tu coinces sur une difficulté ou un problème. C'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, vous avez les réponses en vous. Tu coinces sur un obstacle, tu ne sais pas quoi faire. Et là, par exemple, tu as besoin de créativité aussi, tu veux écrire un livre, tu veux écrire un article, eh bien tu penses à ton article, c'est la pensée dominante, puis tu laisses venir. Ça viendra pendant la pratique, ça viendra plus tard, peu importe, mais tu as stimulé ton cerveau pour qu'il te mène vers quelque chose, vers des réponses que tu as besoin. Béatrice, je suis trop heureuse, sans doute parce que ma mère m'a surprotégée, du coup je ne sais pas nager, ni faire du vélo, ni monter à cheval, ni skier, ça m'énerve. Tu m'étonnes. Alors, bon, moi je sais nager, ça va, je sais faire du vélo, ça va, mais je suis un petit peu à cheval, mais je ne sais pas skier. je déteste ça. Mais ça c'est mon point de vue, hein, ça n'engage que moi. Je me dis, monter son truc, puis pour descendre ça en quelques secondes, bon, je trouve ça un petit peu surprenant de trouver du plaisir là-dedans. Mais bon. Alors, eh bien, tu sais, la meilleure façon de se libérer d'une peur, c'est de faire ce qui nous fait peur. Donc, prends des cours de natation. Parce que là, tu me dis, tu restes fixé, et puis arrête, oublie ta mère. ta mère, c'est ta mère, elle était un peu protectrice, mais maintenant,
Euh, si tu t'appelles Béatrice, je pense que maintenant tu es adulte, que tu as certainement une famille aussi, parce que dans les nouvelles générations, il n'y a pas de Béatrice, comme il n'y a plus de Bruno, il y a plus de Nathalie. Donc, il est temps que tu te dises, maintenant, je suis responsable de ma vie, je suis responsable de ce que je fais, de ce que je pense et de ce que je dis. Et oublie ta mère. Et maintenant, si tu as envie d'apprendre à nager, eh bien, rien ne t'empêche, parce que tu verras, tu commenceras au bord, où il n'y aura pas trop d'eau. Même si tu as peur, ben, c'est comme ça que tu vas apprivoiser ta peur. C'est en commençant petit, et puis petit à petit. C'est le principe de l'apprentissage, en fait. Donc, comme ça, et tu verras, il y a un livre qui s'appelle Oser, trembler, mais oser. Ben voilà, tu vas trembler, mais tu fais. Encore une fois, je le répète, la peur n'empêche pas le danger. Et c'est pas parce que de temps en temps, c'est bien de se flanquer une bonne trouille, mais d'oser faire. Voilà, d'oser faire. Moi, quand j'ai commencé à parler en public, moi, je pouvais pas parler devant plus de 2 personnes. C'était terrible. Et maintenant, je peux avoir 1 millier, 2 000 personnes devant moi, où je suis comme un poisson dans l'eau. J'adore ça, mais parce que ça s'apprend. Le cerveau s'habitue petit à petit à ces nouvelles habitudes et il finit par l'abandon de sa peur, quoi. Mais il faut faire. Si tu fais pas, tu peux pas. Tu peux pas te libérer de ta peur. Donc voilà. Donc, fais. C'est la réponse, en fait. La réponse, c'est fais. J'ai Olivier, j'ai 2 questions. Quelle attitude adopter au quotidien? Est-il utile de se focaliser le plus souvent possible sur notre respiration durant la journée, ou bien de rester attentif à nos pensées? Par exemple, pour rester le plus souvent dans l'instant, ou autre chose. Ou autre chose. Olivier, c'est pas important. Je pense qu'à chaque instant, en fonction des circonstances, en fonction de ton état d'esprit, si tu sens que c'est plus profitable pour toi d'être attentif à la respiration, par exemple, tu n'as rien à faire, tu es dans une salle d'attente, tu peux rester attentif à ta respiration, tu peux t'amuser à observer tes pensées, tu peux rester présent au corps aussi. En fait, tu entraînes comme ça ton esprit à rester de plus en plus présent, en fait, de gagner cette présence. Je parlais de cette présence, c'est vraiment important, et comme ça, tu gagnes en présence. Deuxième question, comment développer une respiration profonde de bébé? Donc ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique. J'ai une respiration très courte et respire mal. Je fais l'exercice des 7 respirations en introduction de la pratique, mais je ne sens pas de changement. Merci encore 1000 fois pour tout. Alors Olivier, on va faire au plus simple. Tu t'allonges sur ton lit et tu respires profondément par l'abdomen. Et si tu sens des tensions, pousse un petit peu, force, mais très très légèrement. Hein. Faut pas forcer, flinguer le diaphragme. Tu respires profondément, tu expires, voilà. Et puis tu fais ça pendant 10, 15 minutes, 20 minutes. Et puis à force de le faire tous les jours, tu vas voir, ça va se débloquer. Oublie les 7 respirations pour l'instant. Fais juste la respiration profonde abdominale. Ne me posez pas de questions dans le chat, hein. Moi je ne les vois pas, je suis tout seul. Ça défile, c'est vite noyé, je n'ai pas le temps. Donc les questions, moi je vous ai dit, vous les mettez sous la photo. Maintenant, c'est trop tard parce que je ne peux plus y aller. Donc, je ne répondrai qu'aux questions que j'ai récupérées. Alors, Malik, est-ce que l'être humain est fondamentalement religieux? Est-ce que une vague est aussi l'océan? Je pense que tu vois où je veux en venir. Je pense que c'est qu'une question de terme. Ça dépend, évidemment, ce qu'on met derrière le mot religieux. Moi, j'avoue que c'est un mot que je n'aime pas parce qu'il a été tellement galvaudé. Il est entaché de tellement de choses. On a des expériences douloureuses avec les religions. C'est compliqué. Il y a l'aspect sectaire de certaines traditions. Il y a l'aspect extrémiste. Il y a beaucoup de choses. Et c'est très difficile à utiliser parce qu'on ne peut pas s'empêcher, dès qu'on utilise le mot religion, alors il faut réutiliser l'étymologie, on ne peut pas s'empêcher d'avoir des images, surtout pour nous, pour ceux qui sont athées, ou qui sont laïcs, je veux dire, pas forcément athées, mais laïcs. Pour nous, c'est un mot qui est très difficile d'emploi, surtout dans la culture occidentale. Mais toi, tu t'appelles Malik, donc c'est pas tout à fait la même chose. Donc tu as certainement une tradition musulmane. Pour moi,
la religion, le sens du mot religion, ça veut dire, d'ailleurs c'est comme le yoga. Yoga, ça veut dire union. Religion, ça veut dire relier. Mais tout dépend à quoi on relie. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce qu'une vague est aussi l'océan? Elle est la vague, mais elle est aussi l'océan. Donc, est-ce que moi, Bruno, j'ai une identité qui m'est propre, mais aussi, est-ce que je suis de nature divine? Bon, je n'irai pas jusqu'à dire je suis Dieu, on va me traiter de blasphémateur. Donc voilà, mais je dirais je suis la vie, comme ça ne pose pas de problème. Voilà. Donc, mais nous sommes de toute façon liés automatiquement, puisqu'on on fait partie de, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, la science, maintenant, et notamment la physique quantique, dit que, en fait, euh, le sens qu'on a, l'impression d'être séparés les uns des autres, est une illusion. Voilà. Alors, ensuite, je reviens sur le cycle 2, leçons 9 et 10, focalisation en prise de l'énergie. Concernant la focalisation, j'ai tout bien saisi et je ressens cette énergie. Superbe. C'est très conséquent, mais concernant la prise d'énergie et l'envoi sur des organes ou parties de notre corps, si l'on veut vraiment soigner un organe ou l'aider à se récupérer, faut-il procéder un minimum de temps sur un organe pour que ça soit efficace ou bénéfique? Faut-il le faire souvent ou de temps en temps? Y a-t-il des moments plus bénéfiques que d'autres? Pouvez-vous nous expliquer davantage ce processus? Alors, c'est une question vraiment très intéressante. Je dirais qu'il y a une notion qui est plus importante que le temps, c'est la bienveillance. C'est surtout l'attitude. J'ai presque envie de dire, ce sera encore plus puissant si vous aimez l'organe ou la région du corps sur laquelle vous focalisez votre attention. Plus vous allez amener de l'amour. L'amour, c'est vraiment l'énergie la plus positive. Alors, ça paraît curieux de dire on aime son corps, parce qu'on a peur de tomber dans le narcissisme, ça n'a rien à voir. Aimer son corps, vraiment, c'est vraiment cet amour, cette énergie particulière que vous pouvez ressentir quand vous pratiquez l'équanimité, par exemple. Et donc, vous mettez toute cette attention dans le sens de cette bienveillance, vraiment, à l'égard de votre corps. Et là, ce sera autrement plus puissant. Je vais vous raconter, je fais très attention quand je raconte cette histoire, mais un jour, Rinpoche m'a dit, si tu as un problème, aime le problème, aime la personne qui a causé le problème, et tu t'aimes toi. Et puis une autre amie qui était dans le décodage biologique qui avait dit, pour se libérer d'une maladie, en fait, il faut l'aimer. Je me suis dit, tiens, ça revient aussi ça. Et un jour, je me suis chopé la maladie de Lyme. En fait, je l'ai eu 2 fois. La première fois, je l'ai traitée de manière ordinaire avec les antibiotiques, mais on sait très bien que ça ne fait que l'endormir. Et la deuxième fois, j'étais en Auvergne et je me suis retrouvé, j'avais un érythème, je suis allé voir le médecin, test et tout, j'avais effectivement chopé la maladie de Lyme. Et je me suis dit, je vais tester. Je ne vais pas prendre les antibiotiques, je ne vais pas prendre de traitement. Et alors, je vous dis, surtout ne faites pas, hein, parce que faites-le, mais en pleine conscience, c'est-à-dire en prenant vos responsabilités. Hein. N'allez pas dire, oui, Bruno, il m'a dit ça, puis maintenant je suis envahi par la maladie de Lyme ou un truc comme ça. Et donc, j'ai fait ça. J'ai pensé à la tique, j'ai pensé à la borréliose, donc à la bactérie, et je les ai aimés. J'ai vraiment j'étais vraiment dans un état d'amour, vraiment et, et j'ai vécu quelque chose vraiment de superbe. Et puis, et je ressentais encore un peu les symptômes, puis avec les jours, puis tous les jours, je pratiquais. Et puis, plus rien. J'allais mieux, la fatigue avait disparu, les symptômes, presque un peu de spasmophilie comme ça qu'on peut avoir, la tonie musculaire avait disparu. Je me suis dit, tiens, bon, je me suis dit, il faudrait que j'aille me faire tester quand même. Et puis le temps passait, 1 an est passé, et puis j'avais à nouveau des symptômes un peu bizarres qui ressemblaient un peu au Lyme. Je me suis dit, merde, j'espère que je ne suis pas déconné avec ça. Et puis, je vais quand même faire des tests, je vais voir un médecin, et puis je me fais tester. En fait, il m'a dit, vous n'avez pas la maladie de Lyme. Et, en fait, elle avait disparu. Donc, vous voyez à quel point, là, je vous partage un témoignage parce que on voit à quel point l'amour est quelque chose d'extraordinairement puissant. Alors, attention, je veux surtout pas, je suis très prudent en disant ça, vous faire croire au miracle que vous allez tout guérir si vous avez un cancer, si vous avez une saloperie, etc. Faites-vous traiter quand même, ne soyez pas imprudent. Moi, je l'ai fait parce que je voulais en faire l'expérience et je me suis dit, voilà, je me suis complètement abandonné dans l'expérience et ça a été, et voilà, il s'est passé ça. J'ai essayé sur d'autres choses, peut-être que
j'y portais peut-être pas assez d'intérêt, ou il y a aussi peut-être quelque chose que j'avais à vivre qui fait que ça n'avait pas marché. Mais néanmoins, là, ça a été quelque chose d'assez fantastique. Donc voilà. Alors, un tout grand merci du fond du cœur pour transmettre, alors là, j'ai pas le nom, votre savoir et votre implication. Je n'en suis qu'au début. Ah, mais le début, c'est magnifique, hein. Mais j'arrive à présent à davantage me détendre, relativiser enfin toutes ces pensées négatives. C'est extraordinaire d'y arriver et de prendre un peu de distance. Mes yeux ne clignotent plus durant les exercices, ni durant les nuits maintenant. Bref, c'est fantastique. Je pratique avec plaisir 2-3 fois par jour, c'est superbe, une demi-heure et sans musique ou sans support. Je recherche même le silence actuellement. C'est le début d'un coin de bonheur et d'apaisement. J'ai des difficultés à saisir l'idée, le concept pour la pacification du mental, leçon 3. Pourriez-vous le réexpliquer de vive voix? Le message passera peut-être mieux si vous l'expliquez en partant. J'ai pourtant lu très attentivement tous les cours, les écrits, mais je ne comprends pas encore de l'intérieur. Dans le mot pacification mentale, il y a le mot pacification. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les pensées, elles ne se calment pas parce qu'on le veut. Elles se calment parce qu'on cesse de les alimenter. En fait, quand on pacifie le mental, j'ai presque envie de dire, on se retire. C'est-à-dire qu'on cesse de manipuler les pensées, on cesse de vouloir changer, on cesse de vouloir transformer, on laisse être. On laisse être ce qui se manifeste. Et quand les pensées s'élèvent à la conscience. Alors pour vous aider, on vous propose, vous pouvez utiliser une image. Moi, je ne suis pas toujours sûr que parfois ça peut être une gêne. Donc vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Parfois, ça peut aider. C'est-à-dire c'est une forme d'accompagnement. On accompagne avec la conscience. On peut imaginer le vol d'un oiseau ralenti, par exemple, etc. Mais il faut savoir que la pacification du mental, c'est un état naturel, puisqu'en fait, c'est le contraire qui est fabriqué. Parce que comme on est tout le temps en train de manipuler les pensées, tout le temps en train de s'agiter, toujours en train de se trouver des raisons, d'être en colère, on pense sans arrêt, et du coup, ça s'arrête jamais. Et en fait, les gens, ils voudraient que ça s'arrête, mais ils ne se rendent pas compte que c'est eux qui l'alimentent. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est pour ça qu'on vient d'abord sur le corps, pour ne pas s'occuper des pensées. Et comme vous ne vous occupez pas des pensées, puisque vous êtes sur le corps, eh bien, elles ont déjà tendance à se pacifier. Et quand on arrive à la pacification du mental, en fait, on accentue simplement en étant attentif aux pensées. Et on les laisse. Et on précise, les mots sont choisis, on laisse être. Mais j'ai envie de te répondre, vis l'exercice. Au début, laisse-toi guider avec l'exercice, puis vis-le, et tu verras, tu auras la réponse. Toc, toc, toc. J'arrive à me concentrer sur le corps avec grand plaisir. Je fais du yoga quotidiennement depuis 1 an, donc j'ai compris de l'intérieur dans mon corps. D'ailleurs, j'intègre la leçon 4 sur la respiration depuis le départ de vos leçons. J'arrive à me détendre très bien, mes pensées se déposent, en général très facilement, je ressens un calme et un bien-être intérieur. Rappelez-vous, hein, c'est pas le but, hein. Si ça vient, c'est tant mieux. Aucune agitation. Ensuite, lorsque je focalise mon attention sur une pensée, je n'ai plus rien qui vient, car je suis toute calme, comme un grand vide positif. C'est un moment de paix, et rien ne vient dans mes pensées. Et oui, parce que tu t'attaches justement à ce calme. Tu n'es plus présente. Il n'y a plus cette présence. Tu t'identifies au calme, à la tranquillité. Le problème avec ce genre de technique, c'est ce que les bouddhistes appellent la méditation des dieux. C'est-à-dire qu'on s'identifie complètement à ce calme et on ne veut plus vivre que le positif. Et justement, dans la vidéo sur la pleine conscience, j'en parle, c'est qu'on cherche justement cette tranquillité et on reste et on cherche à s'établir dans cette tranquillité. Alors que quand on est présent, on va voir que tout change, tout se transforme, ça bouge sans arrêt, ça varie, ça se transforme. Parfois c'est calme, parfois c'est tranquille, parfois c'est agité, etc. Et c'est le but de la pratique, c'est d'apprendre à être attentif. Et donc si tu as l'impression que le vide, bah oui forcément, puisque tu as complètement déconnecté ton cerveau. Donc à toi de voir ce que tu veux faire, si tu veux rester dans cette tranquillité, dans ce calme. Mais je pense que c'est l'erreur que font beaucoup d'auteurs, voilà, de rechercher fixement. Le problème, c'est que quand on est attaché à cette tranquillité, à ce calme, c'est que quand on est confronté à des situations, et beaucoup de gens, on a constamment des témoignages de gens qui viennent ou dans les retraites ou dans les journées découvertes, disent, moi je pratique la méditation, mais dès que je suis dehors, paf, il suffit que quelqu'un me fasse une remarque, un mot malheureux, et ça y est, je repars dans mes réactions. Parce qu'on n'apprend pas à être attentif. On reste juste dans cet état, un peu
Voilà, on est dans une espèce de halo comme ça, tranquille, de tranquillité. Donc, j'espère que cette information t'aura éclairé. Donc, il ne faut pas rester. Oui, tu vois, donc tu rencontres des difficultés sur le reste. Car je suis toute calme, les pensées, toutes légères passent doucement. Ben voilà, elles passent doucement, elles ne durent pas. Ben oui, c'est ça. Je n'arrive pas à rester concentré. Alors, c'est pas de la concentration, c'est de l'attention. C'est rester attentif à ce qui s'élève, à ce qui vient. C'est tout l'inverse de mon état quotidien normal. Pouvez-vous réexpliquer? Donc j'espère que j'ai éclairé ça. C'est, encore une fois, je le répète, le but de la pratique, c'est d'éveiller l'attention, d'être attentif, pas concentré, pas rétrécir le champ de conscience, le garder ouvert, mais présent. Voilà. Mathilde, merci à vous toute l'équipe. Je suis au cycle 1, leçon 5. Je travaille dans le milieu artistique, la musique. Je me rends compte que j'ai du mal à concilier toutes ces émotions, passions que l'on me demande d'aller chercher en moi et de transmettre avec le recul et l'observation dont vous nous faites prendre conscience. Soit je suis collé à ces ressentis très forts qui m'habitent, soit je suis calme au cours des méditations ou quand je me mets dans cet état d'esprit. Comment allier les deux afin de toujours être dans l'intensité, dans cette intensité dans mon métier, sans pour autant en oublier ma nature profonde? Comment éviter ce côté tout noir ou tout blanc? Alors là, je peux t'en parler parce que moi, j'ai fait du théâtre. Il faut que tu en fasses un jeu. Il faut que tu en fasses un jeu. Plus tu vas jouer avec tes émotions, plus ce sera facile. On te dit, voilà, tu joues, mais il faut en même temps que tu aies conscience que tu es le joueur, mais que ça t'amuse de jouer. Le problème, c'est vrai qu'on a tendance, quand on fait du théâtre, on nous demande carrément de nous identifier, de devenir le personnage. Et c'est vrai, c'est la meilleure chose, mais il faut que tu t'amuses. Il faut vraiment que tu t'amuses. Plus tu vas t'amuser, plus tu verras, en te disant, ben voilà, aujourd'hui, je vais m'amuser à être triste. Ça me paraît curieux, mais... Et tu y arriveras, parce que moi, je l'ai fait. Et ça donne une autre coloration, justement, à ce métier artistique. Ça donne tout à fait autre chose. Et on a à la fois conscience de ce qu'on est en train de faire, et on sait qu'on est en train de jouer une pièce de théâtre, on sait qu'on est en train de jouer, on en a parfaitement conscience, mais on s'amuse follement, et on se met tout entier dedans. Et tu verras que ça va te donner une forme d'espièglerie aussi, de décontraction. Et je pense que ça va apporter beaucoup de choses, justement, dans ton métier, parce que j'ai eu beaucoup d'artistes qui sont venus dans mes cours, qui sont venus dans les stages aussi, qui m'ont dit, mais c'est vrai que ça change complètement la façon de jouer après. On devient beaucoup plus joueur, beaucoup plus... et curieusement, on joue mieux. Donc, je pense que ça peut vraiment t'aider. Alors, Martine, j'en suis au niveau 2, réalisation d'un objectif. Ma démarche d'accomplissement personnel réside entre autres dans cette quête de révélation d'un objectif. Cet objectif, il me semble que j'ai déjà répondu. Comme but à poursuivre, évidemment... Oui, ben j'ai répondu. Hein. Eh ben, je crois que j'ai tout vu, non? J'ai l'impression que ça a dû imprimer en double. Alors... Alors, voilà. Anne, j'ai suivi le cycle 1, ça je n'avais pas encore. Avec régularité, puis j'ai été prise par la préparation d'un examen. J'enregistrais 7 premières leçons du cycle 2, mais je ne les ai pas encore mises en pratique. Je suis parti en vacances et à mon retour, j'ai eu d'autres priorités. J'aimerais reprendre la méthode. Comment m'y prendre pour être plus régulière et ne plus perdre le fil? C'est une question de motivation, Anne. C'est la question, si tu ne réalises pas que cette méthode peut être vraiment bénéfique, qu'elle va t'aider dans tout le reste, dans tout ce que tu fais, tu vas trouver toutes les raisons d'abandonner. Et te dire, ça ne fera pas partie de tes priorités. Tu sais ce que c'est qu'une priorité? Une priorité, c'est ce qui passe toujours en premier. Et si ce n'est pas en premier, ben ça n'arrivera jamais. C'est pour ça que je dis souvent, est-ce que votre bonheur est votre priorité? Parce que si ce n'est pas votre priorité, ça n'arrivera jamais. Pourquoi? Parce que vous le mettez sous la pile. Et du coup, vous avez tellement de choses urgentes. Alors que votre bonheur va participer à tout le reste. Il va vous aider dans votre métier, il va vous aider dans vos relations, il va vous aider, votre sérénité va participer à tout ce que vous faites. Et c'est pour ça que ça doit être la priorité. Votre priorité, ça doit être votre sérénité, ça doit être votre bonheur, votre accomplissement, parce que ça va
affecter tout le reste. Vous aurez de meilleures relations avec les autres, vous serez plus à l'aise dans votre travail, dans vos relations sociales, ça va vraiment s'insinuer partout. Et c'est pour ça que vous devez en faire une priorité. Et là, vous ne louperez plus un seul rendez-vous. Je viens de commencer le cycle 2, c'est un vrai bonheur, j'en avais besoin. La méditation dans les cycles, elle est proposée couchée, mais la méditation collective du dimanche, vous parlez que vous étiez insistant sur la position du dos, donc la pratique plutôt assise en tailleur dos droit. Tailleur pas obligatoirement, hein, vous pouvez vous mettre dans un fauteuil. Moi je préfère coucher, mes tensions partent plus facilement. Quel conseil donnez-vous? Il est vrai que les méditants, nous les voyons plutôt assis. Les deux, pratiquez les deux. Pratiquez allongé, pratiquez assis. Les méditants disent faut pas s'asseoir, faut pas s'allonger, c'est de la relaxation. Alors encore une fois, je le répète, si c'est pas important que vous vous détendiez. Si ça se détend, c'est très bien. C'est vraiment d'amener de la présence, d'amener de la présence. Vous aurez des choses très différentes en étant assis et vous aurez des choses très différentes en étant allongé. Faites les deux. Voilà. Je suis au cycle 2, leçon 5. Pas évident pour moi, la visualisation à l'imagerie mentale, comment s'entraîner, comment puis-je y parvenir? En pratiquant. Pratique, mettez en application, exercez-vous, tâtonnez, osez, soyez curieux. Je pense que le problème, c'est le manque de curiosité et surtout, vous avez un côté trop scolaire. Vous voulez bien faire. Vous voulez, il y a tac, 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 tac. Soyez ouvert en vous disant, tiens, je vais penser à quelqu'un, je vais voir ce qui va se passer. Tiens, aujourd'hui, je vais penser à un oiseau, je vais penser, je sais pas, à une balade, peu importe. Et vous regardez ce qui se passe. Et soyez curieux de ce qui s'élève à la conscience. Amusez-vous à vous explorer. Et là, ça marchera. Frédéric, il m'arrive souvent, quand je rentre du boulot ou à un autre moment, de ne pas savoir quoi faire, de ne rien avoir envie de faire, finalement de m'ennuyer. Tu dis dans une de tes conférences que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est important, mais ce que vous en faites. Eh bien, j'essaie de trouver une occupation, soit constructive, mais j'ai du mal à trouver. Dois-je l'accepter simplement? Frédéric, moi j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Qu'est-ce qui te plaît dans la vie? Est-ce que tu as envie de t'accorder du plaisir? Surtout après une journée de travail, ce serait bien de te faire du plaisir, de t'accorder un plaisir. De faire, je sais pas, je ne peux pas te donner des passions ou des envies, mais ça serait bien que tu aies une passion, tu peux, je sais pas, te mettre avec une association ou lire des livres, ou il y a tellement de choses à faire. Alors soit tu laisses l'ennui te prendre, ou soit tu te dis, bah tiens, j'ai envie de faire des choses. Gigi la magie, c'est son pseudo, hein. J'ai atteint la 7e leçon du niveau 1, et bien que je note des progrès, bien que je note des progrès, j'ai parfois du mal à ressentir mon corps. Je ne ressens que certaines parties, et pour ressentir les organes internes, je ne ressens quasiment rien. Devrais-je faire une pause et tout reprendre à zéro depuis la leçon 1 avant de commencer le niveau 2, ou est-ce encore mon envie de trop bien faire qui me pousse à commencer à zéro et ne pas avancer? Oui, oui, je pense, tu as la réponse. Je pense que tu veux trop bien faire. C'est jamais parfait. Il y a des choses que tu ressens, il y a des choses que tu ressens pas. Ça viendra avec la pratique, puis de toute façon, tu vas retrouver les éléments du cycle 1 dans le cycle 2. Donc t'inquiète pas, tu vas refaire ce genre de choses. Donc soyez à l'aise. J'ai aussi du mal à pacifier le mental. Je vois les idées défiler comme un troupeau d'éléphants en furie. Alors, attends que le troupeau ait fini de courir, et puis il va finir par marcher aussi. Par contre, les émotions, je ne les ressens pas. J'ai donc mal à les identifier, à y mettre de la distance. Fais venir. Moi, je vais te dire, je note des progrès. Concentre-toi sur les progrès. Il y a quelque chose qui se passe. Ne te gâche pas la vie avec ce que tu n'as pas. Le plus important, et je le dis d'ailleurs dans les cycles, le plus important, c'est ce que vous obtenez, pas ce que vous n'avez pas obtenu ou que vous n'obtenez pas encore. Et donc, réjouissez-vous en vous disant « Ah, chouette, il y a déjà des progrès. » Donc, remercie-toi d'avoir ces progrès et laisse venir le reste. Je pense que, à mon avis, je pense que tu as un esprit perfectionniste. Et perfectionnisme, c'est paralysie. Donc, laisse venir ce qui veut bien venir. Si ça vient, tant mieux. Si ça vient pas, c'est pas grave. Et fais-toi plaisir. C'est pas tout ce qui est donné dans les exercices, c'est à titre indicatif. C'est pas, vous ne devez pas forcément le ressentir.
c'est à titre indicatif. Donc, et je le répète tout au long des exercices. Je vous dis, si ça vient, c'est très bien. Si ça vient pas, c'est très bien aussi. C'est pas grave. Donc j'hésite à recommencer le niveau 1. Non, fais le cycle 2, vas-y, justement. Tu vas oublier ton perfectionnisme. C'est pas à l'école. Vous n'êtes pas à l'école. Vous n'allez pas entrer dans le cycle 2 parce que vous avez bien fait votre cycle 1. On vous dit, si vous n'avez pas fait votre scolarité, vous ne pourrez pas aller à la suite. Moi, je vous dis, vous pouvez aller à la suite, même si ce n'est pas parfait, parce que à la différence, c'est que vous pouvez refaire le cycle 1 autant de fois que vous voulez après. Donc, moi, je te propose, justement, parce que ça, comme tu es une perfectionniste, tu ne serais pas perfectionniste, peut-être que je t'aurais dit le contraire. Mais comme tu es perfectionniste, moi, je te dis, va au cycle 2 et fais-toi plaisir. Voilà. En tout cas, merci pour cette méthode, car je ne doute pas que je suis au début et j'ai beaucoup gagné en recul et en prise de distance. C'est magnifique, tu te rends compte. Pour moi, ça, c'est un cadeau inestimable. Donc voilà. Alors, Camilla, tu n'avais pas déjà posé une question, Camilla? J'ai cru voir une... Et tu triches, hein, Camilla. Mais bon, si ça, comme ça peut servir les autres, je me permets de vous parler un peu de ma vie, de mon angoisse permanente avant le décès de mon mari il y a 3 ans. Et je vivais une vie heureuse et insouciante. Insouciante. Absence de conscience. Il est décédé un jour devant moi et notre fille. J'ai subi un choc terrible et ma vie s'est renversée sans dessus-dessous. J'ai eu du mal et j'ai toujours du mal à faire mon deuil à cause de problèmes non résolus encore. J'ai subi la haine de mon beau-fils, enfant gâté, non respectueux, et il continue de me bloquer et de me pourrir la vie. Et j'ai découvert bien plus tard qu'il se venge de son père à travers moi, malgré mes initiatives pour apaiser et rétablir la paix. Il ne veut rien entendre, mes problèmes ne se résolvent pas, et ça me cause des pertes financières et des inquiétudes qui m'empêchent de revivre, de retrouver le sourire. Cette situation me maintient attaché au passé malgré moi. Je désespère, j'ai besoin d'amour et en même temps, je me sens dans l'obligation de lutter pour préserver les droits de ma fille. Et tout ça, ça me rend si malheureuse, car je n'en vois pas le bout. J'ai peur que cette situation dure, à vitam aeternam, et d'y laisser ma peau. Eh bien, ma Camilla, il est temps, justement, que tu prennes ta vie en main. Là, franchement, je ne le fais pas d'habitude, hein, mais je te recommande, mets-toi en contact avec Nathalie, je pense qu'elle peut vraiment t'apporter. Elle a accompagné une personne qui était un peu dans cette situation, et je peux te dire que c'est le jour à la nuit. Donc je pense que là, vraiment, tu as besoin d'aide, tu as besoin d'un accompagnement. Je pense que la méthode ne suffira pas. Euh, Franchement, si Nathalie, tu es encore là, tu peux remettre le lien. Et, parce que je pense que ça pourrait vraiment t'aider. Je pense que tu aurais vraiment besoin d'un coaching. Mathilde, je travaille dans le milieu artistique, la musique, et je me rends compte que j'ai du mal à concilier. Ouais, bah ça j'ai déjà répondu. Donc voilà. Alors je vois quelque chose de... J'ai une sclérose en plaques depuis 19 ans. Je prends mon traitement, je pratique, je me sens légère. Je pratique, je me sens légère. J'ai plus de symptômes. J'aime ma vie, c'est fluide. Bravo, Rachel. Franchement, superbe. Bravo, bravo, bravo. Et les scléroses en plaques, il y a beaucoup à faire, notamment sur le plan alimentaire, hein. Bon, tu es certainement informé. C'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire sur le plan alimentaire. Rien que des changements alimentaires peuvent transformer. Il y a beaucoup d'ouvrages d'ailleurs sur la question. Plutôt que ces saloperies d'interférons, parce que c'est... Alors, et pour toutes les maladies, moi, ce que je trouve dommage, c'est que notre médecine traditionnelle, elle n'est pas inutile, mais elle se limite à la chimie. Et il n'y a pas que ça. Il y a vraiment... moi, j'ai une amie qui avait un cancer du cerveau, qui s'est traitée justement par des changements alimentaires. Et elle a complètement guéri. Il faut savoir d'ailleurs, et c'est une phrase qui a été complètement occultée, c'est que Pasteur, avant de mourir, il aurait dit une phrase, c'est que le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et on oublie dans notre médecine traditionnelle complètement le terrain. Et vous allez voir, regardez votre jardin. Si le terrain n'est pas bon, la plante va tomber malade et va mal pousser. Et qu'est-ce que vous allez faire? On va charger, on va mettre de la chimie, etc. Et c'est pas bon. Et votre corps, c'est pareil. Le terrain, prenez soin du terrain. L'alimentation, c'est quelque chose d'énorme. Et puis la détente aussi, parce qu'il faut savoir qu'on est souvent en acidose à cause du stress. La pratique fait énormément pour vous.
elle apporte un équilibre, la preuve, vous voyez Rachel. Donc c'est vraiment fantastique. Vous avez en vous des capacités, mais vous n'imaginez même pas. Si j'ai eu, dans mon livre, Quand la vague réalise quel est l'océan, j'ai voulu faire un livre témoignage parce que vous n'imaginez même pas quelle était ma vie avant. Vous ne pourriez même pas croire, si on faisait un film là-dessus, vous ne pourriez même pas croire que ça m'est arrivé. Et pourtant, c'est arrivé. Et je suis devant vous aujourd'hui, je vends mes livres, je fais des conférences, j'ai une vie très heureuse. C'est parce que j'ai cru dans mes capacités. Parce que ces capacités nous sont tous données. Vous les avez tous. Elles sont données par la nature. C'est la nature en vous. Et plus vous allez faire connaissance avec vous, à vous découvrir, plus vous allez apprendre à utiliser ces capacités. Et là, dans tous ces cours du premier, deuxième cycle, troisième cycle, vous avez toutes ces manettes, justement, qui vont vous permettre d'apprendre à pleinement utiliser vos capacités. Alors au début, c'est tâtonnant et c'est normal. Et je dirais que quand vous avez fini les 3 cycles, eh bien vous êtes un peu comme quelqu'un qui vient de passer son permis, mais on ne sait pas conduire quand on a son permis. On a les éléments pour apprendre à conduire. Après, c'est toute l'expérience qui va faire le reste. Et c'est pour ça que n'hésitez pas, même des mois, même des années après, à revenir sur les différents cycles, à repratiquer encore et encore et encore, pour bien intégrer, bien assimiler. Vous allez voir des tas de subtilités. Moi, j'ai enseigné la méthode pendant 20 ans au cabinet. Chaque fois que je la transmettais, je redécouvrais des choses moi-même. Et je me disais, c'est fantastique, et ça me permettait chaque fois d'approfondir. Donc, surtout, ne soyez pas suffisants. Ne vous dites pas, ça y est, je sais, j'ai fait les 3 cycles, c'est terminé. Non, vous ne savez pas. On est des éternels débutants. Et vous verrez que vous vous replongerez dans 10 ans dans le premier cycle, même si vous l'avez fait plusieurs fois, vous allez dire, ah, mais tiens, j'avais pas vu ça. Ah, mais tiens, j'avais pas vu ça. Et puis dans telle pratique, j'avais pas vu ça. Et puis des fois, vous avez bloqué, vous le reprenez beaucoup plus tard, et en le reprenant, vous dites, ah, mais tiens, je peux le faire comme ça. Donc, voilà. Donc je vous encourage vraiment, soyez vraiment curieux, soyez avides de découvrir, avides d'apprendre, et vous n'arrêterez pas de vous enrichir. Pauline, ce sera la dernière question. J'avais dit pas dans le chat parce que ça se doit. Faut-il essayer d'être autonome pour l'exercice 7 du cycle 2 ? Je ne sais plus ce que c'est l'exercice 7, si tu veux bien me le rappeler. La motivation, oui. Alors au début, dans le cycle 2, c'est un petit peu différent. Imprégnez-vous bien de l'exercice. Et une fois que vous l'avez intégré, une fois que vous avez bien intégré l'exercice, là, vous pouvez le refaire. En fait, ça va devenir des réflexes. Vous serez même surpris de devenir en quelque sorte l'exercice, c'est-à-dire d'avoir adopté complètement l'attitude. Vous allez voir, je prends l'exemple de l'imagerie mentale. Vous allez vous surprendre dans la vie, vous êtes confronté à une situation, vous allez vous mettre automatiquement en position d'observateur. Une personne vous dit quelque chose et vous regardez ce que ça réveille en vous. Et vous allez presque arriver à vous libérer, presque immédiatement. Vous allez voir, c'est des trucs forts. Mais ça, avec la pratique, hein, bien sûr. Et plus vous allez pratiquer, plus vous allez entraîner. Considérez-vous toujours comme des débutants. C'est la meilleure façon de toujours progresser. Ne vous croyez jamais arriver quelque part, ne soyez jamais suffisant, vraiment intégrez la pratique avec cet état d'esprit. Nous sommes tous des débutants. Et quand je dis que moi je suis un débutant, les gens c'est de fausses modesties. Non, non, parce que je me considère vraiment comme un débutant. La vie c'est tellement vaste, on n'est rien du tout. Nous sommes rien du tout. Ma vie, c'est rien du tout. Ça veut, pas un dénigrement, pas dans le sens d'un dénigrement, mais c'est la capacité à relativiser. Regardez l'immensité de l'univers, c'est peanuts. Donc voilà. Donc prenez soin de vous, pratiquez, pratiquez, pratiquez. C'est vraiment le plus important. Je pense très fort à vous, je suis avec vous. On se retrouve et surtout, ne vous gâchez pas la vie avec des peccadilles. Rappelez-vous l'essentiel. Le plus important, votre priorité, c'est votre sérénité, votre bonheur, votre accomplissement, parce que ça va bénéficier à tous. Ça va affecter votre travail, ça va s'insinuer partout. Voilà. Je pense très fort à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.